mais est-ce que vous pensez qu'en cas de difficulté sur le marché du logement, sur le marché de l'emploi, les Italiens devraient avoir la priorité? Donc, des personnes qui ont aussi une préférence très explicite pour les natifs vis-à-vis des étrangers. Leur révéler leur biais inconscient ne sert à rien. Les notes ne changent pas. Mais pour ceux chez qui c'est vraiment inconscient et qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre les races, ou il n'y a pas de raison de donner plus de chance à l'un ou à l'autre, révéler les biais inconscients se traduit par une discrimination positive. Donc c'est un type d'expérience qui a été aussi menée dans les supermarchés en France, où les managers ont été soumis à ce test d'association, et puis on a regardé le comportement des employés, des caissiers ou des caissières en France, et en fonction du type d'employeur, biaisé ou pas biaisé, eh bien les caissières se comportent d'une façon différente. Plus d'absentéisme, moins de productivité, parce qu'on a un stress de quelqu'un qui met plus de pression et qui a des biais inconscients plus avancés. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce terrain-là pour objectiver cette discrimination. Après, est-ce que cette discrimination est remontée à des niveaux de décision? Là, je crois que Laura connaît beaucoup mieux la situation luxembourgeoise que moi. Je pense que ce serait déjà un sujet en soi pour une conférence, et d'ailleurs ça a déjà été fait souvent, et ça est répété continuellement, qu'effectivement il y a une réelle discrimination de certains groupes dans l'enseignement public luxembourgeois. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense qu'on peut faire un dernier tour, hein, hélas le temps il passe. Alors je crois que vous avez encore une fois demandé la parole. N'hésitez pas aussi à vous manifester. Excusez-moi, je vais être Soyez peut-être bref dans votre question. Je vais être très brève. C'est par rapport au fait à la preuve. Donc encore une fois une question pour notre invité belge, juriste. Donc puisque fait partie justement de la conclusion aussi de Monsieur Doquier du LISER qui nous disait que la population recherche plus de sanctions et plus d'identification. On sait que le problème de la preuve est très important puisque les discriminations partent d'un ressenti subjectif et il faut objectiver pour avoir un bon dossier. Maintenant, pour vous, quelle est une boîte à outils pour constituer un bon dossier et que tout ne repose pas uniquement sur la victime? Bon, après, il peut y avoir la formation des policiers, etc. Mais voilà, j'aimerais faire profiter la salle de votre expérience d'un bon bagage de preuves pour un dossier avec un taux de réussite plutôt satisfaisant. Merci. Merci. Une autre question ici, M. Boursius. Oui, merci. En fait, ce n'est pas une question, c'était juste par rapport à la question qu'il y avait avant, par rapport à l'éducation nationale, si les résultats ont été transmis. Je pense qu'on n'a pas encore répondu vraiment à cette question. Donc, juste de façon générale, nous, on a fait la présentation de tous les résultats au comité interministériel, donc tous les ministères ont été informés. L'étude a été envoyée et est accessible sur le site internet, donc c'est une démarche transparente qu'on a faite pour que tout le monde puisse lire. D'ailleurs, les conférences seront aussi présentes sur le site internet. Et les représentants du ministère du Travail, de l'Éducation nationale ont été aussi présents à une des présentations qu'on avait faites. Et nous avons pris contact avec eux pour avoir une personne de contact pour organiser un échange sectoriel. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de partir de ces résultats-là. On a vu que c'était le ministère du Travail, de l'Éducation nationale, et du logement qui sont en fait principalement concernés par les résultats. Et donc on propose d'aller les voir, d'avoir un échange, pas que avec le ministère, mais aussi avec les acteurs du secteur, pour avoir vraiment un échange, pour voir comment on peut faire des actions concrètes par après. Donc c'est juste pour information, oui, il y a eu une transmission d'informations et on continue à collaborer avec eux. Merci pour cette clarification. Est-ce qu'il y a encore une autre question dans la salle avant que je laisse encore une fois les invités répondre à la question, respectivement réagir sur l'un ou l'autre aspect quand on a évoqué? Non? Alors je propose peut-être, M. Charlier, que vous réagissiez à cet outil de preuve, de données qui pourrait donner un moyen d'avoir une preuve. Alors, la preuve, c'est la kélos. C'est une vraie difficulté auquel on est confronté. Même si
la loi prévoit toute une série de mécanismes pour faire glisser la charge de la preuve, pas le renversement, mais donc il y a des éléments qui permettent de laisser entendre qu'il y a une différence de traitement injustifiée. Ça reste un problème et un défi dans les dossiers que nous traitons, et ça dépend aussi du type de discrimination. Aujourd'hui, et quand on me demande si le racisme a diminué au cours du temps, en tout cas, aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a 20 ou 25 ans, avoir un comportement raciste et discriminatoire fait l'objet d'une stigmatisation sociale. Personne aujourd'hui, et beaucoup moins qu'avant, ne va assumer une discrimination raciale. On sait que refuser quelqu'un pour un logement sur base de l'origine de la couleur de la peau, ça ne se peut pas. Le problème, c'est que la discrimination devient cachée à ce moment-là. Elle devient invisible. Et donc, on arrive là sur la question de la preuve. Comment démontrer cela et pour donner cette illustration, même un parti en Belgique comme le Vlaams Belang, qui est un parti d'extrême droite, vous allez sur leur site et il dit le Vlaams Belang n'est pas raciste. Et donc, ils n'assument pas leur politique. Ils vont s'appuyer sur quelques petites décisions administratives où on a estimé que des comportements n'étaient pas racistes et ils développent un argumentaire pour dire que le Vlaams Belang n'est pas raciste. Et donc, il y a cette stigmatisation sociale qui rend la preuve de la discrimination raciale difficile. Plus difficile que d'autres. Par exemple, une discrimination sur base de l'âge et des choses qui se trouvent dans des réglementations, dans les pratiques. On ne se rend pas compte que c'est une différence totalement injustifiée. Et donc là, on a la preuve. Alors, c'est pour ça que nous proposons le recours à des tests de situation, des clients mystères, des appels mystères, des tests de comparaison, etc. Et nous avons développé sur notre site un petit outil qui s'appelle « Comment prouver la discrimination raciale dans le logement ». Et notamment, on donne là toute une série d'outils. Alors, ce n'est pas directement destiné aux candidats locataires, ça peut, mais c'est surtout pour les associations et les organisations qui aident les personnes à chercher du logement et qui sont confrontées à ces discriminations-là. On voit aujourd'hui combien on a une crise de l'accueil en Belgique et un des problèmes, c'est que les personnes qui sont dans les centres d'accueil ne trouvent pas du logement parce qu'ils sont réfugiés. Et donc, ils sont discriminés et donc ils restent dans les centres. C'est une des raisons de la crise aujourd'hui. Et donc, c'est un outil. Et là où on est assez content, c'est qu'il a été utilisé par certaines personnes et il a été validé par la justice. Et notamment, ce qui a été validé, c'est l'utilisation d'un enregistrement à l'insu de la personne. Et donc, lorsqu'il s'agit de lutter contre les discriminations, le tribunal a estimé que c'était un mode de preuve admissible, même si l'enregistrement se fait à l'insu de la personne. Mais ça reste, on peut utiliser aussi, mais il faut les avoir, des statistiques dans un certain domaine qui laissent à penser que certains groupes sont systématiquement mis de côté, ou dans une entreprise ou dans un secteur où on voit qu'il y a une surreprésentation, une sous-représentation de certaines catégories. Comment est-ce que vous le justifiez? Quelles sont vos politiques Mais ça reste une difficulté et parfois, effectivement, on est obligé de clôturer les dossiers parce qu'il n'y a pas d'éléments de preuve. Une dernière petite chose, et ça c'est un conseil que l'on donne lorsqu'on parle de discours de haine et d'actes de haine, notamment par les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui font l'objet de harcèlement, de menaces, etc. sur les réseaux sociaux. Même si c'est difficile, la tentation que l'on a, c'est quand on reçoit ce type de messages, c'est de les effacer. Il faut les garder. Il faut les garder parce que c'est ça qui va servir de preuve à un certain moment quand on va aller en justice. On a très souvent des personnes qui vont réagir sur le dernier tweet ou le dernier post sur Facebook en disant ça c'est insupportable, mais tout le passé a été parce qu'on n'a pas envie de garder ces crasses dans son smartphone ou sur son ordinateur. Donc le conseil qu'on donne, gardez tout parce que c'est ça qui sert de preuve pour lutter contre les harceleurs. Madame Vida, je crois que c'est plus facile, vous vouliez réagir aussi. So thank you very much. I just wanted to say that all the national studies are very important for us and they give really deep insights for this complex phenomena. And when we do our surveys or research, and we have to cover countries which face different composition and structure of the for example migrant population, we have faced much more issues.
But therefore, this gives an opportunity to look at the complexity of the phenomena and also to start the discussions. But yeah, there are many layers, and the issues that were touched upon, each of them could be followed up with certain suggestions. But otherwise, yeah. So many thanks for the possibility to have this discussion. Bien, nous avions encore prévu un dernier tour de Mentimeter pour réagir et voir vous. Nous allons beaucoup parler effectivement de qu'est-ce qu'on peut prendre comme outil, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer justement cette lutte. Et donc, je vous inviterai donc à reprendre encore une fois vos téléphones portables. Et la question qui va s'afficher normalement, c'est celle qui, d'après vous, quelle décision politique devrait être prise pour renforcer la lutte contre le racisme et les discriminations au Luxembourg, dont nous avons entendu tout de même plusieurs pistes. On ne les a pas tous repris ici, mais ce serait tout de même intéressant d'avoir un peu votre sentiment, parce qu'effectivement, il y a le côté effectivement répressif, mais il y a aussi le côté bien sûr préventif et des moyens. On va revenir là-dessus en conclusion. Donc, je vous laisse un peu de temps pour réagir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on regarde. Il faut attendre que les personnes... Donc, vous êtes déjà connectés éventuellement et allez sur le... Entrez votre code 4491. Voilà. D'après vous, dans quelle décision politique devrait être prise pour renforcer? Manifestement, pour l'instant, on est au niveau de la sensibilisation et aussi de la diversité dans l'éducation. L'assistance juridique et la formation à l'interculturalité suit très clairement. Voilà. Toujours la diversité dans l'éducation reste très très importante. Je pense que l'enseignement, et je pense que l'étude l'a aussi montré, ça joue un rôle très important. Et pour revenir aussi à la question de la dame, il y a tout de même pas mal de recommandations et d'études qui ont été faites. Il faudrait peut-être commencer aussi à mettre en pratique ces recommandations d'un point de vue concret sur le terrain. Mais bon, ça c'est une... Donc, clairement, la sensibilisation semble très claire. Monsieur Charlier, vous aviez dit, j'avais eu l'impression que la sensibilisation en soi, les campagnes d'information en soi, ne donnaient pas nécessairement des grands résultats. C'est ce que j'avais entendu, mais peut-être j'ai mal compris. La sensibilisation, 20%, ça semble important. Mais la sensibilisation, comment? Pour qu'elle soit effective, je crois que c'est ça un peu la question clé, pour qu'elle ne fasse pas que justement cette discrimination devienne encore plus invisible. Pour répondre à la question, je pense que la sensibilisation des grandes campagnes n'ont pas l'impact que l'on peut attendre. C'est sensibiliser des personnes clés, des personnes qui sont dans des positions de décision, dans des positions d'orientation, etc. Et donc c'est pour ça que nous avons développé cet outil à destination des employeurs et des services de ressources humaines. Et alors il y a une campagne qui a été menée récemment et que moi j'ai trouvée intéressante. Maintenant, je ne sais pas quel est l'impact que cela a eu, mais c'est par rapport à ce que vous appeliez les témoins. Nous avons fait participer à une recherche qui a été menée par la Fondation Rabaudouin sur une enquête auprès des victimes de discrimination, d'actes de haine et de discours de haine, en essayant de savoir qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, elles ont réagi et elles ont saisi. Alors, c'était une idée de travailler sur le sous-rapportage, pas tellement auprès des personnes qui ne rapportent pas, mais auprès des personnes qui rapportent, en disant quel a été le moteur qui fait qu'à un certain moment, elles ont décidé d'interpeller qui un syndicat, qui une organisation, qui la justice, qui un organe de promotion de l'égalité, etc. Et les questions qui étaient posées, c'est qu'est-ce que vous attendez des différents acteurs? Et un acteur important, ce sont les témoins. Lorsque quelqu'un est témoin d'une différence de traitement, d'un comportement, au lieu de détourner les yeux ou de regarder ailleurs,
les personnes qui sont victimes attendent du support et attendent une forme de réaction de la part des témoins. Et notamment, c'est ça qui peut servir aussi en termes de preuves, c'est les témoignages. Et donc l'entourage proche, que ce soit sur un lieu de travail, que ce soit dans la rue, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, etc., il y a là une prise de conscience de se dire il y a des choses que je ne peux pas admettre, et donc d'être stop et d'être solidaire aux personnes qui sont victimes de discrimination. Voilà. Merci beaucoup. Je pense aussi qu'une des conclusions, c'est tout de même donner des moyens à des organes comme l'UNIA qui permettent d'aller en... Pardon, je pense que vos pourcentages de ceux où vous allez en justice qui sont positifs, c'est également très important. Et nous attendons du côté luxembourgeois que ça s'avance aussi. Mais bon, on est en train d'y travailler, je pense. Je vous remercie beaucoup. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose, excusez-moi. Vous voulez bien allumer le micro, s'il vous plaît? Excusez-moi. Je parle assez fort, juste pour compléter ce que 22 en France, en tout cas, on a le droit de filmer dans les espaces publics. N'hésitez pas à filmer, et si on vous dit que c'est interdit, ce n'est pas interdit de filmer, c'est interdit de poster sur les médias sociaux, n'est-ce pas, monsieur? C'est tout à fait vrai. Voilà. Il est Donc, tout à fait autorisé de filmer. Par contre, effectivement, de poster les choses, ça, mais en ce compris, il y a un gros enjeu et un gros débat de filmer les interventions policières. Et donc, on peut les filmer, mais on ne peut pas poster ça sur les réseaux sociaux, sauf à flouter les visages. Seulement, je ne peux pas poster ça sur les médias sociaux, mais j'ai le droit oui. 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 Mais je pense que ça pose la question, en fait, effectivement, des boîtes et du soutien qu'on peut avoir et de tous les moyens qu'on peut avoir, effectivement, pour documenter un moment de discrimination, etc. Bon, je crois qu'on doit arrêter. Hein. On avait dit qu'on arrêtait à 2h. Je voulais juste vous rappeler que le cycle de conférences continue. La 3e aura lieu le 17 novembre, toujours à l'heure de midi, sur la visibilité et l'invisibilité du racisme, les dynamiques sociales et le processus psychosocial. Ce sera plutôt sur les résultats qualitatifs de cette étude. Ça sera organisé cette fois-ci davantage avec le CEFIS qui va nous présenter ces résultats et j'espère que vous participerez. Et n'hésitez pas à aller sur le site pour éventuellement télécharger ou revoir certains moments de la conférence. Merci beaucoup d'être venus. Prenez encore des sandwichs s'il y en a, je ne sais pas. Et je vous souhaite encore une très belle journée. Et merci aux invités pour leur collaboration.